Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à une autre capsule de Brochu en direct. Cette fois-ci, j'ai avec moi Jean-Claude Pomerleau qui va venir suite à la capsule qu'on a fait avec Olivier Delamarche. Mais Jean-Claude nous a parlé d'un rapport qui est parvenu d'un groupe qui s'appelle la Rand Corporation. Juste à la fin de cette vidéo-là avec M. Delamarche, Jean-Claude nous a dit que c'était très important qu'est-ce qu'on disait là-dedans. Parce que, contrairement à ce que disent certains, là, il commence à y avoir de l'opposition à l'intérieur de la gouvernance américaine. Et là, je veux attirer votre attention. Je vais juste vous montrer et ensuite, je vais vous introduire Jean-Claude. C'est un article paru dans Réseau international d'aujourd'hui et ça l'introduit bien le sujet que je veux traiter avec Jean-Claude aujourd'hui. L'Ukraine coule, ça c'est certain. On l'a remarqué et c'est ce qui fait là, que ça se bouscule en ce moment au niveau de l'actualité qui entoure tout ce conflit-là en Ukraine. Avec Jean-Claude, on regarde ça depuis plus d'1 an. Et Jean-Claude m'avait bien dit à l'époque, c'est pas juste un conflit militaire, Carl, c'est un basculement du monde où l'hégémonie anglo-saxonne, vieille de 500 ans, va se heurter aux intérêts continentaux russes, une sorte de force eurasique qui est en train de se mettre en place, un monde multipolaire face à l'hégémonie américaine qui est décadente. Alors il dit, c'est pas juste un conflit militaire, mais bien un basculement du monde auquel on va assister. Alors, ce fameux basculement du monde-là, on le surveille, Jean-Claude et moi, depuis au moins 1 an. Et avec M. Olivier Delamarche, Jean-Claude nous a parlé d'un rapport qui vient d'un groupe qui s'appelle la Rand Corporation. Alors, je vous lis ce petit texte-là et ensuite, je passe à Jean-Claude. Ce qui rend le dernier rapport de la Rand Corporation sur l'Ukraine si important, ce n'est pas la qualité de l'analyse, mais le fait que le groupe de réflexion sur la sécurité nationale le plus prestigieux du pays, c'est pour ça que Jean-Claude a voulu attirer notre attention, puis il venait juste de sortir le rapport, et ça a comme, on a fini l'émission avec ça la semaine dernière, et Jean-Claude veut venir approfondir qu'est-ce que vient ajouter ce rapport-là dans le rapport de force là, qu'on analyse ensemble. Alors, du pays, le plus prestigieux, ce groupe-là, c'est un des groupes les plus prestigieux du pays à adopter une position opposée à celle de la classe politique de Washington et de ses alliés mondialistes sur la guerre. Alors, c'est là que ça devient important. C'est une très grosse affaire. Alors, Jean-Claude là, avait déjà attiré notre attention là-dessus la semaine dernière. Il va venir nous l'expliquer. Gardez à l'esprit que les guerres ne prennent pas fin parce que le public s'y oppose. C'est un mythe. Les guerres prennent fin lorsqu'un clivage critique émerge entre les élites. Et ce groupe-là, la Rand Corporation, vous allez voir que ce n'est pas n'importe qui. Ce qui conduit finalement à un changement de politique. Le nouveau rapport de la Rand Corporation que Jean-Claude va venir nous expliquer, éviter une longue guerre, la politique américaine et la trajectoire du conflit Russie-Ukraine, représente justement cette rupture. Alors, sans plus tarder, j'ai avec moi Jean-Claude Pomerleau. Jean-Claude, comment ça va? Ça va bien. Salut tout le monde. Écoute, tu as ce rapport-là qui est faut dire que la Rand Corporation, c'est le groupe de réflexion lié au Pentagone. Et donc, ce rapport-là, celui de janvier 2023 qui vient de paraître et qui appelle à une voie de sortie de ce conflit-là, il faut savoir que
cette même corporation, la RAND, avait publié un rapport en 2019 sur la question de la Russie. Et on l'avait évoqué brièvement, nous autres, à ce moment-là. Et dans ce rapport-là de 2019, il donnait tout le scénario qui allait se dérouler jusqu'à maintenant. Alors donc, le scénario, c'était d'utiliser l'Ukraine pour faire une pression maximale sur la Russie, entre autres en armant les forces ukrainiennes. En 2014, il n'était pas en mesure de pousser pour récupérer le Donbass, puis poursuivre le nettoyage ethnique des russophones. Et donc, il fallait monter ça en force pour provoquer la Russie à rentrer et de là pouvoir déclencher les mesures de la guerre économique contre la Russie, grosso modo. OK? Alors donc, et ça, nous, on avait cette lecture-là, et concernant, entre autres, la confirmation que les accords de Minsk, c'était juste de la frime pour permettre aux forces ukrainiennes de se mettre au niveau des standards de l'OTAN, monter en capacité, etc. Ça a été confirmé par Merkel, puis par Hollande et puis Poroshenko. Alors donc, la situation, c'est qu'il y a un piège qui est étendu, qui est exactement celui décrit dans le rapport de la RAND de 2019. C'est exactement le scénario. En plus, il y avait une déstabilisation des possibles États alliés de la Russie autour. Et donc, il y a eu cette révolution de couleur-là en Biélorussie et au Kazakhstan. OK? Alors donc, ce qui se déroule correspond au scénario de 2019. Et là, l'idée là-dedans, c'était que les Américains, leur intérêt, c'était d'amener la Russie à s'user militairement et, avec les sanctions, la guerre économique, d'affaiblir la Russie. C'était ça l'objectif. Et au passage, les Américains, eux, ils forçaient, c'est une ligne, ça, de la géopolitique américaine qui date de la dernière guerre, c'est-à-dire qu'ils forçaient un éloignement entre la Russie et l'Europe et ils mettaient l'Allemagne sous tutelle complètement. Et donc, ça, c'est une constante là, de la géopolitique américaine depuis la dernière Grande Guerre. Alors donc, ils sont arrivés à ça parce que l'écart maintenant entre les Européens et la Russie, c'est un immense canyon là, qui les divise, on comprend. Et donc ça, c'était, mettons, sur une fiche, on peut dire, on coche, oui, ça, c'est un gain. Et puis aussi, les autres gains qui sont venus, c'était que finalement, les Européens allaient acheter du gaz de schiste américain, à 4 à 8 fois le prix par rapport au prix américain. Ils allaient acheter des armes. Là, on a vu l'Allemagne déplier 100 milliards pour dire, oh, on s'en va à la quincaillerie parce que, OK? Et donc, l'autre chose, c'est que pendant ce temps-là, les Américains, ils développent une stratégie, une loi pour combattre supposément l'inflation et aider à l'environnement, mais en réalité, c'est une enveloppe de 700 milliards pour tirer vers l'Amérique la base industrielle, entre autres de celle de l'Allemagne, puis d'autres en Europe. Alors donc, sur tout le tableau, tant que le conflit demeurait dans les paramètres actuels en Ukraine, les Américains étaient gagnants, les Européens étaient les dindons de la farce, et la Russie était supposée souffrir beaucoup, et donc être affaiblie. Et là,
D'où là les gains pour les Américains. Mais oui, Jean-Claude, je me rappelle juste avant le conflit, tu m'avais dit qu'effectivement, que l'anglosphère provoquait la Russie justement pour qu'ils interviennent, puis amener ça sur un plan économique pour, en plus de bénéficier des avantages de tenir en otage l'Europe, que ça allait dissoudre la Russie, que ça allait la mettre en faillite. Donc là, c'est pas ça qui se passe du tout, là. Non, parce que sur les deux tableaux, le conflit militaire et la guerre économique, qui est une guerre planétaire, là, ça ne se déroule pas tout à fait comme c'était supposé. OK? Alors donc, il arrive un moment où tout ça risque de sortir du cadre des paramètres que eux voulaient garder le conflit, la partie dans des paramètres qu'ils contrôlent et qui leur profitent. Maintenant, là, ce qui se passe, c'est que la situation militaire sur le terrain, de plus en plus, on voit la difficulté parce qu'on avait aussi mentionné dans d'autres capsules que qu'est-ce qui se confrontait, c'était des capacités d'escalade. L'escalade de l'OTAN-Ukraine, l'escalade de la Russie sur ce théâtre militaire-là, sur l'Ukraine. Okay? Ça pourrait s'étendre. Okay? Donc, mais là, ça devient assez clair que la capacité d'escalade russe annonce une défaite de l'armée ukrainienne, puis là, jusqu'où ça peut aller. Tu vois? Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est au point de vue de la guerre économique, la Russie s'est adossée sur la Chine, sur l'Inde, même sur l'Arabie saoudite, l'OPEP+. Alors donc, ça, c'est l'économie réelle, puis face à ça, il y a l'économie financière. Donc, c'est ça qui se confronte. Alors donc, il y a une réalité qui finit par s'imposer. D'où le fait qu'on arrive avec le rapport de la RAND, janvier 2023. Là, il faut éviter un conflit de longue durée, éviter une longue guerre. La politique américaine et la trajectoire du conflit de la Russie en Ukraine, Russie-Ukraine. Donc, là, ce qu'ils ont vu, c'est qu'ils ne contrôlent plus les paramètres. Là. C'est ça. Ils ne contrôlent plus les paramètres. Et là, il faut qu'ils fassent quelque chose pour amener un échéancier. Et l'échéancier est court parce que c'est un peu alarmant. Ils disent là-dedans qu'il y a une part de propagande. OK? Et je vais juste faire une parenthèse sur propagande et réalité. Nous, ce qu'on dit, on le répète souvent dans les capsules, la voie de passage pour mettre fin à la tragédie, c'est de mettre de côté la propagande pour juste faire apparaître la réalité, une réalité que les deux parties pourraient reconnaître comme étant la base d'une discussion. C'est voilà. Ça. Et c'est pour ça que c'est important, nous, qu'on cherche, quand ça apparaît, un bref moment de réalité. Comme il y en a eu un quand le missile de l'Ukraine était tombé en Pologne, tuant 2 personnes, puis là, l'article 5 pouvait être invoqué, puis là, ça devenait sérieux, là. OK, là, il y a eu un bref retour à la réalité. On se dit non, personne ne veut ça, c'est pas ça, c'est pas les Russes, etc. OK? Alors là, ils viennent à rire. Oui, et là, le rapport Rennes, c'est justement une douche de réalité là, dans l'appareil de décision américain. C'est exactement. Mais ça commence par une part de propagande. Ils disent, le plan de 2019, il est très bien réussi, la Russie souffre, etc. OK, ça, c'est la part de propagande. Mais la part de réalité, c'est il faut arrêter ça, il faut pas que ça dure, parce que là, ça peut déborder. Pourquoi? Parce que, d'abord, l'économie réelle du côté de l'Eurasie, c'est toutes les chaînes d'approvisionnement, c'est la déstabilisation, c'est l'inflation, c'est la hausse des taux d'intérêt. Et la hausse des taux d'intérêt pour le bloc Occident, le bloc Occident a 200 000 milliards de dettes au-dessus de sa tête. 200 000 milliards de dettes au-dessus de sa tête. Tu me lèves les taux d'intérêt,
puis les briques commencent à tomber, là. Ouais. Ah oui, Alors donc, oui. c'est ça. Alors là, eux autres, ils font ce contexte-là, mais ils ne te le disent pas clairement. Mais ils disent qu'il faut régler. Il faut régler parce que le circuit de commerce mondial est perturbé et puis, bon, ça peut nous nuire. Et passer cette étape-ci, c'est plus dans l'intérêt des Américains que ce conflit-là se poursuive. Ouais. Alors donc, oui. C'est ça. Et donc, il faut régler. Et là, ils disent, il y a une difficulté. La difficulté, c'est que comment faire apparaître dans l'opinion publique, finalement, que la tragédie qui a été produite, créée, entraînant l'Ukraine à sa perte, des centaines de milliers de morts, etc., etc., OK? Comment tu peux dire au public du jour au lendemain, il faut sortir de là, finalement, on a assez profité de l'affaire, maintenant, arrangez-vous avec le passif. C'est un État en ruine, tu comprends? Les populations... On cherche une porte de sortie, là. Oui, oui, mais comment tu peux communiquer ça au public? Ça va prendre un peu de temps. Tu comprends? Oui, oui. OK? Oui. Donc, ça, c'est une chose. Mais il parle au nom de qui dans ce rapport-là de janvier 2023? Il parle au nom du Pentagone. Revenons sur le moment à l'automne où l'Ukraine venait de pousser les Russes en dehors d'un grand secteur, grand territoire, Kharkov, nord-est, et aussi à Kherson, et que là, le général Miley, le général des forces interarmes américaines, Chief Joint of Staff, lui, il débarque en Ukraine pour dire à Zelensky, regarde bien, là, c'est au maximum de ce que tu peux obtenir compte tenu de tes moyens, tes capacités d'escalade comparées. On l'imagine, là? C'est ça qu'il dit. Il dit, l'Ukraine, la Crimée, il y a peu de chance. OK? Oublie ça. Ça, c'est ce qui est dit publiquement. Ce qui est dit en tête à tête entre eux, c'est, gars, t'as pas de chance. Oublie ça. Ça, c'est sûr que ça a été dit plus carré que ça, OK? Pour le faire comprendre. Là, le général Miley, il se fait recadrer par les politiques. Alors là, on voit la division que tu parlais au début entre les néocons politiques et le Pentagone. Le Pentagone est dans la réalité, les autres sont dans la propagande. Ils croient leur propre propagande. Eux autres, gars, on est plus fort, projection, arrogance, etc. OK? Parce qu'ils ne comprennent pas que la Russie n'est pas l'Irak, ni la Libye. Ben non, c'est ça. Mais le Pentagone le comprend. Parce qu'ils ont l'expertise militaire, ils voient exactement ce qui se passe. Et ce qu'eux voient, il n'est pas communiqué parce qu'on est pogné avec de la propagande partout, plein écran, mais eux le savent. Okay? Et c'est ce qui explique que, suite à la publication de ce rapport-là de la RAND, là, il y a le bonhomme, une rumeur qui circule, une rumeur. Le chef de la CIA s'appelle Byrne. OK? Il se rend à Kiev au milieu de janvier. Puis là, il dit, c'est une rumeur, qui a été publiée dans un média. Il dit, il essaie de convaincre, selon cette rumeur-là, il essaie de convaincre le président ukrainien que, gars, il va falloir que tu négocies et il y a une perte de territoire que tu ne peux pas éviter. Puis là, il parle de 20% dans l'article. Zelensky, il ne veut rien savoir de ça. Zelensky, dans toute cette histoire-là, c'est la queue qui branle le chien, là. Tu comprends? Oui, oui. Et il ne veut rien savoir de ça. Fait que cette rumeur-là, cette offre-là aurait été communiquée à Moscou. Et là, Moscou, non, pas de... Tu sais. Et puis donc, lui, le chef de la CIA, il voyageait en Ukraine pour des raisons de stratégie militaire, blablabla. Tu comprends?
mais il y a quelque chose qui reste de ça. OK? Il y a le 20 etc. Et donc, après ça, c'est Blinken qui, lui, s'en va. Là, c'est plus sérieux. Parce que là, c'est formel. OK? Il s'en va en Égypte pour demander à l'État égyptien d'agir comme intermédiaire pour faire suivre un message à Moscou. Et là, le message va partir avec... C'est un ministre égyptien qui va le livrer directement à Moscou. Et ce message-là, qu'est-ce qui ressort publiquement? C'est que les Américains demandent aux Russes d'arrêter de combattre puis de se retirer. Ça, c'est l'affaire officielle. OK? Maintenant, c'est du côté russe. Pourquoi tu déplaces un ministre pour venir dire ça? Oui, c'est tout l'intérêt. Je me demandais pourquoi que c'était si compliqué de se dire ça. Là. Non, c'est ça. Non, c'est pas ça. Parce que Lavrov, il dit, il dit non, il n'y a pas de discussion sur cette base-là. Par contre, il dit au ministre égyptien, on vous remercie, vous avez la crédibilité pour être un messager. Et là, il y a une discussion qui s'entame et on est intéressé à en savoir plus. En savoir plus, c'est pas arrêter de combattre et aller-vous-en chez vous, là. C'était qu'il y avait autre chose. Ben, c'est parce que Lavrov est capable de poser ce genre de questions-là, il est capable d'aller en profondeur de même à cause de son expérience, Jean-Claude aussi. C'est des diplomates d'expérience qui veulent trouver des solutions pour sortir de cette crise-là, pas pour l'envenimer. Hein? Oui. Ouais. Là, je vais trouver une note parce que c'est important, je pense. Là, exactement qu'est-ce qu'il a dit, OK? Anthony Blinken, au-dessus, c'était le 30 janvier. C'était en Égypte. Lavrov, il dit Russia accepte le rôle du ministre comme intermédiaire pour les négociations, mais ils veulent avoir une meilleure offre de Washington. Il dit I'll stay in touch. Je vais rester en contact. C'est évident qu'il ne reste pas en contact parce que quelqu'un est venu lui dire arrête ta guerre, va-t'en chez vous. Tu comprends? Ben oui. Tu comprends? Ben oui, ce commentaire-là démontre qu'il y avait de la substance et donc que le 20 ça a de l'allure. OK? Oui. Et là, quand on revient à la REN, on voit que le Pentagone, là, la CIA, là, les autres, ils savent que, gars, c'est plié là, pour l'Ukraine. Tu comprends? Oui. Plus qu'ils vont aller loin, plus ça va coûter cher. Tu comprends? Et plus ça va coûter cher. Et donc, là, le mot d'ordre, c'est, regarde, on fait apparaître tranquillement sur les écrans radars des médias, ben là, il y a des difficultés. Et puis, c'est pas sûr que l'Ukraine va pouvoir compenser dans la capacité d'escalade avec la quincaillerie qui envoie là, les chars. Il y en a pas assez. En quel rythme ils vont arriver? Combien de temps ça prend pour former? Et si ce n'est pas des Ukrainiens qui opèrent ces chars-là, c'est qui? C'est des membres de l'OTAN, etc. Et puis, ça ne va pas changer rien. Ça ne va pas changer rien. Parce que là, ils font apparaître dans les médias que, les Russes, ils ont 500 000 soldats prêts à intervenir. Tu comprends? Ils font apparaître la perspective d'une défaite inévitable de l'Ukraine et que donc, jusqu'à où ça va aller? Jusqu'à où ça va aller? Tu comprends? Jean-Claude, j'ai l'impression aussi qu'on a livré toutes sortes on ne les a pas encore livrées, les armes qu'on a promis ces dernières semaines. Mais quand on approfondit un peu le dossier, on s'aperçoit que ces armes-là n'arriveront pas avant plusieurs mois et que la question ukrainienne risque d'être réglée avant ça. Oui, bien, c'est la question, pourquoi ces armes-là? Tout simplement parce que la position russe ne bouge pas et qu'eux sont en train de bouger et ils veulent avoir un rapport de force vis-à-vis de la Russie pour dire, regarde, on va envoyer des armes une après l'autre, ça finira plus, puis vous êtes mieux de négocier tout de suite les Russes. Comprends? Oui, ça n'impressionne pas les Russes en ce moment. Non,
Ouais, on va arriver à la fin, tu vas voir ça. Je ne sais pas où est-ce qu'on est rendu dans le minutage, là, mais on continue, ça va très bien. Oui, oui, OK, parfait. Donc, c'est là, les armes, c'est comme deux joueurs de poker. Là, l'autre, il dit, ouais, mais j'en ai d'autres jetons, là, ici, moi, te les mettre, moi, tu comprends? C'est ça l'idée, tu comprends? C'est qu'ils veulent amener les Russes à la table des négociations. Et la REN, c'est clair, 100% clair. Il n'y a pas d'ambiguïté, là. OK? Il faut que dans les 6 mois, ça se règle. Parce que dans les 6 mois, que restera-t-il de l'armée ukrainienne, peu importe ce qu'ils vont emmener pour compenser la capacité d'escalade. Okay. Et qu'est-ce qu'ils disent aussi, c'est que dans les paramètres qui veulent garder le conflit des Américains, ben, ça risque de déborder. Ça risque de déborder. Et là, alors, on revient sur, tu sais, quand on a fait la capsule, puis que le 21 décembre, Zelensky était à Washington, puis là, dans un point de presse, Biden va faire une déclaration. Il va dire, les Européens sont... L'OTAN est au bord d'éclater. C'est lui qui le dit. On ne peut plus pousser le bouchon. On ne peut plus pousser le bouchon. C'est ça. Fait qu'on imagine que les tensions, etc. Puis là, il a réussi, Biden, à convaincre les Européens de dire faut en mettre un peu pour amener la Russie à la table des négociations. Tu comprends? C'est pas ça qui cède. Ben oui, puis j'ai l'impression que ce volet-là, des chars d'assaut qu'on a vécu il y a 2 semaines, c'était justement pour ne pas porter, on a donné juste un petit peu pour ne pas porter l'odieux de la défaite ukrainienne. Hein? Ben, c'est exactement ça. Et puis, parce que ça ne fera pas de différence, on comprend. Et puis, et ça ne va pas bien du tout. Et puis, bon, puis là, ça évolue d'une façon critique pour les Ukrainiens sur le terrain. Il y a 2 grands chaudrons qui sont en train de se déployer. Et puis, là, tu es à peut-être entre 30 et 50 000 membres de l'armée ukrainienne qui vont être dans le chaudron. Et regarde, ça va jouer d'ici 2 mois. Puis regarde. Et donc, ils veulent avoir des négociations. Et j'imagine que le général Milley est en maudit contre Zelensky. Pourquoi? Parce que à l'automne, c'était le temps de s'asseoir puis de négocier parce qu'il est en position favorable. OK? Oui. OK, il est en position favorable. Et là, ce qui arrive à l'intérieur de l'Ukraine concernant la corruption, on avait parlé de ça dans une capsule. J'ai dit quand ils vont vouloir tordre le bras à Zelensky pour négocier, on va voir apparaître des cas de corruption. Tu comprends? Et là, c'est autour de lui. Je me rappelle très bien, Jean-Claude, tu m'avais dit ça, c'est toute de l'information qu'ils ont déjà d'avance, puis qui peuvent leur être utiles dans des moments propices. Exactement ça. Et donc, tu vois que ceux qui sont dégommés, là, ça vient proche du président. Or, le président, il y a les Pandora Papers, là, Zelensky, puis tout ça. Alors, écoute, le message chez Gare, c'est toi le suivant. OK? Et j'avais écouté une émission, c'est un analyste qui il suit les canaux Telegram de gens qui sont proches du service de renseignement russe. Puis ce qu'il disait, c'était que ceux qui ont été dégommés, ils étaient plus, disons, sous influence des Anglais, l'Angleterre. Oui, je voulais t'en parler de ça. Oui, et que c'est les Américains qui contrôlent l'opération de nettoyage de corruption. Et au passage, ils éliminent des gens qui serait contre, en tout cas, peut-être le scénario de la REN. C'est ça. Parce que les Anglais et les British n'ont pas les mêmes intérêts là, en ce moment, hein, Jean-Claude? Ben non, parce que encore dernièrement, ils veulent aller à la guerre totale. Parce que les Américains ne veulent pas, hein? C'est le capitaine Place qui nous avait fait réaliser ça. Ben oui, c'est lui qui a amené toute cette lecture-là concernant la banque chinoise. Là.
et puis le lien de certains avec cette banque-là, des gros intérêts. On va y venir, là, parce que dans le basculement du monde, naturellement, on s'en va vers un autre écosystème financier, économique, politique, militaire, etc., en Eurasie, qui est en train de se structurer, des grandes pièces de charpente qui se mettent en place devant nos yeux et qu'ils vont créer une capacité d'attraction énorme sur le Grand Sud. Okay? C'est ça, là. Puis ça, là, c'est en développement. Puis même si tu me dis demain, il y a la paix, tout le monde est content, puis on reconnaît que les Ukro-nazis doivent partir de Kiev, puis bon, puis les Russes, ils chantent dans le Donbass, etc. Ça ne change rien sur le basculement du monde, la guerre économique. Ça ne change rien. OK? Parce que ce qu'ils n'ont pas compris, leur lecture de la RAND, c'est que la capacité d'escalade sur tous les points de vue, soit militaire, soit économique, a été mal évaluée au départ. Puis, au départ, quand ils déclenchent tout ça, c'est comme tu déclenches le feu, mais tu ne sais pas comment l'éteindre. Tu comprends? C'est qu'ils déclenchent une dynamique politique en forçant les Russes à rentrer pour protéger la population russophone. Et puis là, la suite, c'est quoi? On veut le faire saigner. Bon, c'est OK, tu veux le faire saigner, parfait. Tu sais. Mais là, ce qui arrive, c'est que la RAND Corporation, dans le document de 2019, il pose un piège infernal à tout le monde. Il pose un piège à l'Ukraine, parce que là, la population ukrainienne qui avait voté en 2019 pour Zelensky avec une proposition de paix à 73 %, c'est ça que veut la population ukrainienne. OK? Là, ils vont être jetés dans la choire, dans ce scénario-là. OK? Donc, ça, c'est les premières victimes, c'est tragique. Et puis, après ça, tu as les Russes qui vont venir, qui vont mourir au front, les jeunes Russes. Ils ne vont pas jamais l'oublier, les Russes, parce qu'ils ont une longue mémoire. Hein? OK? Après ça, tu as les Européens qui, eux autres, voient leur économie descendre, puis leur base industrielle tirée vers l'Amérique, tu comprends? Et là, ils sont obligés de se fouiller pendant les difficultés économiques pour tenir l'Ukraine à bout de bras, puis acheter les armes américaines. OK? Alors, ils sont autres victimes du piège infernal. Et là, qui est la dernière victime du piège infernal? Quand on lit la RAND Corporation de janvier 2023, c'est l'Empire anglo-saxon. C'est les autres qui sont dans le piège du basculement du monde. Et là, la RAND Corporation dit « Hey, arrêtez ça, vous avez 6 mois, là. » En réalité, ils n'ont peut-être pas 6 mois. OK? Et donc, là, ils cherchent une porte de sortie. Et comme je te disais un peu auparavant, c'est que tu dois conditionner l'opinion publique. Tu ne peux pas arriver du jour au lendemain et dire les États-Unis, nous, on a tiré le maximum de profit de cette tragédie-là. Maintenant, on vous laisse le passif. On tourne de bord parce qu'on a un autre client à l'autre bout qui est le vrai client, c'est la Chine. On va aller faire le conflit à Taïwan, tu comprends? OK, ils ne peuvent pas dire ça sec. Il faut que, premièrement, ils fassent apparaître que l'Ukraine ne peut pas gagner. Il faut être réaliste. OK? Donc, là, qu'est-ce qu'on sort de la propagande pour un bref retour à la réalité. Mais c'est la voie de passage pour mettre fin à la tragédie. Tu comprends? C'est ça l'affaire. Et donc, mais tout le monde est piégé. Personne ne peut sortir, faire un pas de côté, mettons, pour les Allemands, puis dire, gars, on a assez joué dans ce film-là, là. Notre véritable adversaire, c'est pas Poutine, c'est Biden. On sent très bien que la finance tient ces États-là en ce moment, puis ils sont plus dans... Sauf qu'ils vont y arriver. Ils vont y arriver. Peut-être que une grande crise va faire que toute la classe politique va être basculée dans la poubelle de l'histoire, et puis qu'il va y avoir des patriotes qui vont prendre... c'est ce qui arrive dans des grandes crises, là. Et puis, donc, ça peut arriver. Mais
autrement, c'est possible aussi que l'Allemagne fasse un pas de côté, un petit pas un gros pas. Parce que là, eux, la RAN, ils ouvrent la voie à cette possibilité-là. Tu comprends? Oui, parce que là, explique-moi. Ouais. Ben, parce que là, tout de suite, on a vu sur LCI, qui était, ça se pouvait pas, là, baignait dans la propagande jusqu'au délire, là, jusqu'au déni du réel. Là. Donc, là, la dernière émission, j'ai regardé, tu sais, il faut faire souffrir Poutine. OK, on comprend le message, là, c'est la reine qui dit, on l'a fait souffrir, puis on va le faire souffrir. Bon, parfait. Mais, là, il découvre que Poutine joue sur le temps long. Ah, regardons ça. T'en souviens-tu, les deux doctrines militaires qu'on disait? Il y en a une, c'est ils foncent sur la ligne, c'est un blitz, puis l'autre, c'est une opération de profondeur, avec le temps, avec toutes les capacités, etc., à l'arrière, et les capacités d'économie de guerre de la Russie contre l'autre qui cherche dans l'inventaire qu'est-ce qui traîne pour envoyer, tu sais, sont pas au même niveau pour arriver dans un conflit qui s'exprime sur le temps long. Alors donc, là, le plateau, il découvre que, hey, Poutine, c'est le temps long, hein, ça va aller mal, hein, il faudrait régler dans 6 mois, il faudrait régler. Donc, là, qu'est-ce que tu vois, c'est que la ligne de communication de la RAN commence à passer. Et on a eu des textes dans le journal anglais The Guardian, des textes dans The Telegraph. Puis bon, ça va arriver ici, mais avec un décalage horaire. Parce que, tu sais, c'est comme ça. On avait arrivé des traces à LCI, toi, hein? Oui, à LCI, c'était clair, là, sur le plateau, là, qu'il rentrait tranquillement sur la ligne de la RAN et tu sais, oui, la Russie a beaucoup souffert, puis il faut le faire souffrir, Poutine, Bon, correct, là. Mais, il faut régler. On a 6 mois. On a 6 mois pour régler. Oh, OK, parfait. Ils ont 6 mois pour régler. Bon, OK. Mais est-ce que Poutine veut régler? Et à quelles conditions? Poutine, depuis le début, on se l'est dit depuis le début, compte tenu de l'enjeu, il a dit, j'ai le dos au mur, c'est existentiel, tu sais. On ne l'écoute pas parce qu'il n'existe pas, là, c'est un fou, puis bon, il a le cancer, puis il va disparaître bientôt. Mais dans la réalité, là, il disait, j'ai le dos au mur, c'est existentiel, et la menace que j'ai, c'est l'OTAN. Et donc, lui, il est dans une guerre contre l'OTAN. Et donc, il va les emmener jusqu'au bout du rouleau. Tu comprends? Parce que lui, c'est faire sauter l'OTAN pour débarrasser la menace. Et non seulement ça, mais en même temps, tous ceux qui se sont mis sous le parapluie de protection de l'OTAN, pays européens, ils ont abandonné leur souveraineté sur une matière qui est la matière la plus critique dans les questions de politique d'État, la question de guerre et paix. OK? Ils ont abandonné ça pour dire, je me mets à la protection du parapluie qui m'offre la sécurité et la paix. Or, l'OTAN nous amène la guerre. OK? Et pousser, à la limite, l'OTAN ne veut pas se battre. C'est clair. On l'a prouvé, ça. Il y a juste Zelensky qui pourrait amener l'OTAN, et c'est ce qu'il a essayé de faire avec le missile en Pologne. OK? Donc voilà, c'est ça. Ils ne savent pas que dans ce match-là, Poutine va les amener jusqu'au bout de leur rouleau. Ben oui. Parce que là, ils vont s'apercevoir que le piège infernal qui a été posé, documenté, scénarisé par la RAN dans le rapport de 2019, c'est un piège infernal qui se referme sur eux, tous, l'Occident. Comprends? C'est là que c'est fort. Voilà. Jean-Claude, oui. J'ai mis une phrase là en bas à l'image. Là. Ça, c'est une phrase que tu m'avais fait écrire il y a 1 an. Et on est toujours à surveiller ces aspects-là. Puis il y a un autre que tu m'avais demandé d'écrire.
le récit occidental délirant résulte d'un échec colossal du renseignement quant à la stratégie militaire, quant aux intentions politiques des Russes. C'est ça. Juste la phrase d'avant, là, c'est si tu remets, là, regarde, en faisant sauter l'OTAN, cette matrice qui étouffe la souveraineté des États européens, Poutine veut-il donner la chance à tous ces pays de retrouver un peu de leur souveraineté? Et c'est exactement ça la question de fond. Et là, c'est un élément dans le basculement parce que les pays européens, la France, je pense que l'Allemagne va faire un pas de côté avant la France. Les pays européens, eux, ils vont avoir une chance avec le rapport RAND, puis comment ça va se développer. Puis à partir du moment où LCI commence à dire bon, mais là, les Ukrainiens, ça ne sert à rien, même si on ajoute autre chose, etc. Vaut mieux se mettre à la réalité. La réalité commune, c'est que le Donbass, c'est russophone. La Crimée a toujours été russe. C'est les communistes dans les années 50 qui avaient donné ça à l'Ukraine pour créer sur un territoire administratif des conflits ethniques. OK? Bon, grosso modo, OK? Mais ça a toujours été russe. La population russe ont voté. Et là, ils pourraient dire, bon, mais pourquoi on n'amènerait pas les Nations unies superviser là le vrai référendum, si c'est ça qu'ils veulent ou non. OK? Et donc, là, tu aurais, regarde, c'est ça, là, c'est plié, ça, OK? Et donc, et puis, la question de la souffrance du peuple ukrainien. Parce que oui. quand on voit là, tous les votes en guerre, là, entre autres le Parti vert de l'Allemagne, puis la gauche, humaniste, mais sans aucune empathie pour ceux qui s'en vont à la mort et que ça ne changera rien. OK? C'est plié d'avance. Tu ne peux pas gagner sur ce point-là que tu vas sortir les russophones du Donbass, OK? Par le nettoyage ethnique, par la brutalité, la répression, etc. Puis tu ne vas pas aller chercher la Crimée ou la base russe de Sébastopol, la base navale. Tu vas les enlever ça pour le donner aux Américains, là. Hey, wow, arrête. T'envoies du monde à la mort pour ça, là. OK? Alors donc, j'ai regardé une émission, c'est le complexe militaro-intellectuel. Tu sais? Oui. De Pierre Connaissant. Oui. C'est ça. Puis le dernier exemple, c'est, tu sais quoi? C'est que les Verts en Allemagne, il y avait tout un budget pour l'énergie renouvelable, blablabla. Ils ont décidé de prendre ce budget-là pour l'envoyer à l'armement. Oui. Non, c'est faux, c'est faux. Puis là, eux autres, ils vont te parler d'humanisme, puis de ci, puis des valeurs humaines. Non! Le monde meurt pour rien, puis il meurt par dizaines de milliers. Ils détruisent un État. Il va être non fonctionnel. C'est un État failli après ça. Tu vois? Comprends? Bien sûr. Ben oui. C'est ça. Et tout ça, c'était évitable, naturellement, parce qu'il y avait, au moment du coup d'État en 2014, il y avait eu une entente, les accords de Minsk, puis bon, le Donbass, il demeurait ukrainien, puis c'était une zone autonome, et c'est tout. Et puis, il arrêtait de les harceler puis de les bombarder. Ils les ont bombardés pendant 8 ans. Et juste au moment où les Russes vont rentrer le 24 février, il y avait un plan d'attaque pour percer la ligne de contact et là, massacrer le monde. C'est pour ça que la Russie était forcée d'intervenir. Et voilà. Et donc, tu regardes ce monde-là, tu dis, écoute, à quel moment vous allez rentrer dans la réalité? Parce que c'est la voie de passage, tu comprends? Mais en attendant, ils sont tous dans le piège infernal. OK? Et le piège infernal, Poutine va les amener jusqu'au bout. C'est ça la réalité. Tu comprends? Oui. Petit à petit, le monde va découvrir ça. Puis Jean-Claude, tu parlais que l'Allemagne allait décrocher fort probablement en premier, mais tu m'as parlé aussi tantôt en coulisses du passage de Pierre de Gaulle là, à Stalingrad. Et tu avais une interprétation à ça que j'aimerais en conclusion. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce passage-là de Pierre de Gaulle en Russie? C'est la doctrine gaulienne. Tu comprends? Parce que De Gaulle avait toujours gardé
une voie de communication, un pont avec la Russie. Il était en amitié, il était en respect de cette culture-là, etc. Puis les Russes sentaient que c'était authentique et la France pouvait peser à partir de ce lien-là de confiance et de respect. Alors là, présentement, la France est complètement coupée de tout. Elle n'a aucun poids. Et puis là, si tôt ou tard, on va arriver à la pleine réalité, puis que la tragédie va se finir, va s'apaiser, et que, comme disait Scholz, l'Allemand, il va falloir refaire nos liens économiques avec la Russie. Et donc, ça va être le cas de la France aussi. Et donc, lui, il constitue un pont. Okay? À partir du moment où Macron dégage, puis la gang de vendus qui sont là, les vassals des anglo-saxons dégagent, puis qu'arrivent des patriotes, là, tu as un Pierre de Gaulle qui peut se déplacer en Russie pour rétablir les contacts. Et ça, c'est dans l'intérêt supérieur de l'État français et de la nation française d'avoir une politique d'équilibre. C'était la clé de la politique gaullienne. Tu comprends? C'est ça la oui, ah oui. Oui, oui. Donc, quand je vois sur les plateaux des gens lancer des tomates à ce gars-là, je dis, hey, ils n'ont aucun sens de l'histoire. des intérêts de la France puis de l'histoire. Tu comprends? Oui, parce que j'ai voyais dire, oui, mais lui, il a été là-bas, mais De Gaulle, c'est un gars qui était pour la souveraineté. Ben oui, mais de quoi tu parles, là? T'as abandonné ta souveraineté. Puis il était toujours en arrière des Américains. Ben oui, c'est complètement vassalisé. Tu comprends? Puis là, tu me dis, il trahit la pensée de Gaulle. Ben non, il ne la trahit pas, il l'incarne. Il l'incarne, voilà. Alors donc, c'est ça. Il va y avoir des pas de côté qui vont venir du fait de la sortie du piège infernal que la Rand Corporation avait posé en 2019, puis que là, qui s'empresse de dire, il faut sortir. Il faut sortir de ça. On a le bras dans le tordeur. On a le bras dans le tordeur. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est tout pour cette capsule, Jean-Claude, à moins que tu aies des choses à rajouter? Non, ça va. On espère que plus que la réalité apparaît, plus qu'on a de chance de voir la tragédie se finir. Et puis, si on a moindrement une sensibilité humaine, là, ce qu'on peut souhaiter, c'est pas mettre de l'huile sur le feu, mais c'est de voir est-ce que cette tragédie-là arrête, que la souffrance des Ukrainiens arrête, sacrifier dans ce piège infernal-là, que ça arrête, tu sais. Et donc, ça prend un effort d'une lecture critique de la situation. Voilà. Et donc, on espère que tout ce monde-là sur les plateaux vont petit à petit lire le rapport Rand, parce que ça, c'est leur nouveau scénario à développer. Ils vont faire apparaître un peu de réalité sur les écrans, parce que plus qu'on va voir de réalité, plus il y a de l'espoir pour en finir avec la tragédie. Merci Jean-Claude de cette dose de réalité. Puis je tiens à dire aux auditeurs que toutes les références de ce que Jean-Claude vient de nous exposer vont être en commentaire de la vidéo. Alors merci et à la prochaine. Salut tout le monde. Bye bye. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com.